Spider-Man, c'est sans doute le super-héros le plus populaire de toute l'histoire des comics. Depuis sa création en 1962, Peter Parker représente quelque chose de différent des autres héros. Il n'est ni milliardaire, ni dieu, ni soldat amélioré, c'est juste un adolescent ordinaire qui doit jongler entre les cours, les devoirs, ses amis, sa famille et les responsabilités immenses de posséder des pouvoirs extraordinaires. Lorsque Spider-Man rejoint officiellement le MCU, l'univers cinématographique Marvel est déjà bien installé. Les Avengers ont sauvé le monde plusieurs fois, Iron Man est devenu une légende et Captain America mène les plus grands héros de la Terre. Pourtant, au milieu de ces géants, Peter Parker va réussir à trouver sa place. Son histoire dans le MCU est avant tout une histoire de croissance, celle d'un jeune garçon qui rêve de devenir un Avenger, celle d'un adolescent qui cherche constamment à prouver sa valeur, celle d'un héros qui perd progressivement toutes les personnes qui comptent pour lui avant de comprendre ce que signifie réellement être Spider-Man. Et aujourd'hui, alors que le prochain film Spider-Man Brand New Day se prépare à ouvrir un nouveau chapitre, Peter se retrouve dans une situation totalement inédite. Plus personne ne sait qui il n'a plus de mentor, plus de technologie Stark, plus de réputation mondiale, il est redevenu un héros solitaire qui doit repartir de zéro. Mais pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut revenir au début de son aventure dans le MCU. Moi c'est Alex et aujourd'hui on va découvrir toute l'histoire de Spider-Man en comptant Brand New Day. Même si Spider-Man n'apparaît officiellement qu'en 2016 dans Captain America Civil War, Marvel a ensuite rajouté quelques petits détails par-ci par-là permettant de relier Peter aux événements précédents du MCU. L'exemple le plus connu y concerne cette scène coupée dans Avengers 1. Pendant l'invasion Chitauri de New York, un jeune garçon se retrouve coincé dans une voiture alors que la ville est en plein chaos. On voit Captain qui jette son bouclier sur un Chitauri et c'est le jeune garçon qui lui rend. Et des années plus tard, Marvel a laissé entendre que ce jeune garçon, c'était en réalité Peter Parker. Ce détail n'est pas essentiel à l'histoire, mais il apporte quelque chose d'intéressant. Il a vu les Avengers sauver le monde, il a observé Iron Man voler dans le ciel et il a admiré Captain America combattre les extraterrestres. Comme beaucoup d'enfants de son âge, il a été inspiré par ces héros. Mais c'est pas du tout la seule fois où on a vu Peter enfant. Rappelez-vous dans Iron Man 2, lors de l'attaque de la Stark Expo par les drones de Justin Hammer, contrôlés par Ivan Vanko, un petit garçon portant un masque d'Iron Man se retrouve face à un drone de combat. Le robot s'apprête à tirer sur lui et le jeune garçon ne fuit pas, au contraire, il lève courageusement la main comme s'il allait lui-même tirer un rayon répulseur. Iron Man intervient et détruit le drone avant qu'il ne puisse attaquer l'enfant. Tony Stark dit alors « Bien joué petit !» Et pendant des années et des années, cette scène a alimenté de nombreuses théories. Puis plusieurs années plus tard, Tom Holland et Kevin Feige ont confirmé que ce petit garçon était effectivement Peter Parker. Ce qui signifie que Peter a rencontré son futur mentor alors qu'il n'était encore qu'un enfant. En vrai c'est trop bien parce que cette scène elle prend une toute autre dimension lorsqu'on sait que des années plus tard, Tony Stark deviendra la personne qui va complètement changer sa vie. Mais bref, quelques années plus tard, Peter Parker est mordu par une araignée génétiquement modifiée et lui donne des capacités extraordinaires. Il devient plus fort, plus rapide, plus agile et développe ce qui deviendra son célèbre Spider-Sense. Pendant plusieurs mois, il agit discrètement dans les rues du Queens. Puis, sa vie bascule. Nous sommes en 2016. La tension entre les Avengers atteint leur point de rupture. Après les événements catastrophiques de la Sokovie, les gouvernements du monde entier imposent les accords de Sokovie afin de contrôler les super-héros. Iron Man soutient cette décision. Captain lui s'y oppose. Une guerre interne éclate entre les Avengers. Tony Stark comprend rapidement qu'il aura besoin de renforts. Nous manquons cruellement d'effectifs. Ouais, Je pense à quelqu'un. moi aussi. Et c'est ainsi qu'il se rend dans le Queens pour rencontrer Peter Parker. Lorsque Tony arrive chez Tante May, il prétend simplement être intéressé par un projet scolaire. Je savais pas que t'avais gagné la bourse. La bourse. De la Fondation Septembre. Ah oui. Voilà, tu te souviens de ta candidature. Oui. Devant elle, il ne révèle absolument rien concernant l'identité de Peter. Mais dès qu'il se retrouve seul dans sa chambre, Tony montre rapidement qu'il sait exactement qui il est. Il a analysé ses vidéos sur internet, il connaît ses capacités, il sait qu'il agit déjà comme un justicier. Et dès que Tony le confronte, Peter y nie complètement. Jusqu'au moment où Tony remarque quelque chose sur le plafond de sa chambre. Le costume de Spider-Man. Peter est immédiatement démasqué. Au final, Peter accepte de l'accompagner en Allemagne. Pour lui, c'est un rêve devenu réalité. Il va combattre aux côtés des plus grands héros du monde. Lors de l'affrontement à l'aéroport, Spider-Man fait une entrée spectaculaire. Collant, à toi.
Il neutralise plusieurs héros, affronte Falcon, choque le soldat de l'hiver en arrêtant son poing à main nue, il arrive même à faire tomber Giant Man grâce à une référence à Star Wars, mais surtout il impressionne Captain America, parce qu'il arrive totalement à le 1v1 alors que c'est censé être un des meilleurs Avengers. On rappelle qu'à ce moment-là, Peter il a 15 ans, malgré son manque d'expérience, il montre immédiatement un potentiel incroyable. Mais directement après la bataille, Tony le renvoie chez lui. Son aventure avec les Avengers est déjà terminée, du moins pour le moment. Pendant le retour de Civil War, lorsqu'ils sont dans la voiture, au moment où Tony dépose Peter dans le Queens, à ce moment-là, Peter croit que Tony veut lui faire un câlin dans la voiture, alors qu'en réalité, il voulait simplement ouvrir la portière. Alors ouais, la scène est drôle, presque gênante, mais vous allez voir qu'elle prendra une autre dimension beaucoup plus tard, parce qu'à ce stade, Peter cherche encore l'affection et la validation de Tony sans vraiment les obtenir. De retour dans le Queens, Peter essaie de reprendre une vie normale, mais après avoir goûté à l'action des Avengers, il n'arrive plus à se contenter des petits délits. Il en a marre d'être la petite araignée sympa du quartier. Il passe son temps à attendre un appel de Tony Stark pour qu'il lui propose quelque chose de plus grand. Mais cet appel ne vient jamais. Alors Peter continue de patrouiller dans son quartier. Il arrête les voleurs de vélos, aide des habitants, sauve des chats. Enfin bref, il devient un véritable héros de proximité. À ses côtés se trouve Ned Leeds, son meilleur ami. Et Ned, il met vraiment pas longtemps à découvrir l'identité secrète de Peter. C'est toi le Spider-Man? Donc il devient immédiatement son complice. Les deux adolescents vivent leur rêve de geek, et pendant ce temps, Peter essaye également de gérer sa vie scolaire. Il fréquente le lycée de Midtown et il participe à l'équipe de décathlon. Et là, il commence à s'intéresser à une certaine Liz. Mais derrière cette vie normale se cache une menace beaucoup plus importante. 8 ans plus tôt, après la bataille de New York, une entreprise dirigée par Adrian Toomes avait reçu la mission de nettoyer les débris laissés par les Chitauri. Cependant, le gouvernement a rapidement confié cette tâche à une nouvelle organisation contrôlée par Tony Stark, le Damage Control. Toomes perd alors son entreprise et ses employés perdent leur travail. Et c'est là que sa colère envers Stark commence à grandir. Pour survivre et subvenir aux besoins de sa famille, Adrian décide de récupérer secrètement la technologie extraterrestre abandonnée sur les chantiers. Et avec son équipe, il transforme ses armes aliens en équipements extrêmement puissants destinés au marché noir. Pendant des années, ce trafic prospère jusqu'au jour où Peter tombe dessus. Après avoir arrêté des criminels utilisant ces armes avancées, il comprend qu'un réseau beaucoup plus vaste se cache derrière tout ça. Lorsqu'il tente d'empêcher une transaction entre les criminels de Toomes, la situation dégénère. Vraiment, la première confrontation, elle tourne au désastre. Peter pense tomber sur un simple trafic d'armes, mais il se retrouve face à un homme équipé d'une technologie extraterrestre beaucoup plus dangereuse que prévu. Le vautour l'attrape, l'amène dans les airs, puis le lâche au-dessus de l'eau. Pour Peter, c'est un choc. Il comprend que ses affaires dépassent largement les petits crimes de quartier habituels et se fait sauver par Tony Stark. À ce moment-là, Tony, il engueule complètement Peter, mais surtout il le met en garde et lui dit d'arrêter complètement son enquête actuelle. Après ça, Peter découvre que l'équipe du vautour se trouve près du lieu où son équipe de décathlon participe à la compétition. Il décide donc de rejoindre ses camarades à Washington, pas seulement pour le concours, mais surtout parce qu'il veut continuer son enquête. Et c'est aussi à ce moment-là que Peter comprend que son costume est bridé. En effet, Tony, pensant que Peter n'était pas encore prêt, a mis un mode roulette pour que Peter ne fasse pas n'importe quoi avec son costume. Mais grâce à l'aide de Ned, il a réussi à le débrider. Peter affronte ensuite une nouvelle fois les hommes du vautour alors qu'il tente de voler une cargaison. Et là, il découvre alors que son costume possède une intelligence artificielle. Aimeriez-vous que je passe en mode combat intensif? Le mode combat intensif? Carrément. Activation mise à mort instantanée. Non, moi je veux tuer personne, ok? Et surtout des centaines de combinaisons de toiles, un mode reconnaissance et surtout plusieurs gadgets dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Pour lui, c'est comme avoir accès à un vrai costume d'Avenger. Il est complètement fasciné, mais il ne maîtrise pas encore tout. Mais son intervention tourne mal. Il se retrouve enfermé dans un entrepôt, loin de tout, sans pouvoir prévenir personne. Et cette scène, elle est super importante parce qu'elle montre son isolement. Il veut agir comme un grand héros, mais il reste un adolescent qui improvise et qui se retrouve très vite dépassé. Bref, Peter commence alors à utiliser de nombreuses fonctionnalités secrètes intégrées à son costume Stark. Parce que contrairement aux anciens Spider-Man, celui-ci a un costume qui contient des centaines de modes différents, comme des drones, des systèmes d'analyse, des combinaisons tactiques, des armes de toile avancées et même une intelligence artificielle intégrée au costume. Mais cette technologie le pousse aussi à devenir trop confiant. Plus tard, au Washington Monument, une arme Chitauri explose dans la
l'ascenseur où se trouvent ses amis. Peter comprend alors que ses choix ont mis Ned, MJ, Liz et tous ses autres amis en danger. Il grimpe alors le monument de l'extérieur malgré la hauteur et la pression, puis il parvient à les sauver in extremis. C'est l'un des premiers moments où il réalise vraiment le poids de ses responsabilités. Il comprend que les armes extraterrestres peuvent mettre tout le monde en danger. Alors il décide de mener sa propre enquête. Et cette enquête, elle le conduit notamment jusqu'à Aaron Davis. Peter l'interroge maladroitement. Aaron, je veux des informations et tu vas me les donner en vitesse. D'accord, tranquille. Déballe. T'as fait quoi, ta voix? Comment ça, j'ai fait quoi à ma voix? Et même si Aaron n'est pas directement impliqué, il fournit des informations précieuses permettant à Spider-Man de remonter la piste des trafiquants. J'ai pas envie que ces armes traînent dans le quartier. J'ai un neveu qui habite ici. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le rapprochement, Aaron Davis, c'est le prowler, c'est l'oncle de Miles dans les films Into the Spider-Verse. Mais si vous avez encore des doutes, regardez cette scène coupée. On retrouve Aaron Davis toujours scotché à cause de la toile de Peter à la voiture, qui appelle son neveu pour lui dire qu'il arrivera en retard, et surtout, le nom de Miles est enfin lâché. Yeah, sorry, Miles. I'm not gonna make it. Yeah, I'm just stuck. Donc là, il n'y a plus aucun doute possible. Et ça nous amène à l'une des scènes les plus spectaculaires du film. En essayant d'intercepter les trafiquants, Peter provoque accidentellement une catastrophe. Le ferry est littéralement coupé en deux. Spider-Man tente désespérément de retenir les deux moitiés avec ses toiles. Pendant quelques secondes, il semble réussir, mais tout s'effondre. Et heureusement, Iron Man arrive encore une fois à temps pour empêcher la tragédie. Sauf que cette fois, Tony perd patience. Il estime que Peter est allé beaucoup trop loin, qu'il a mis des vies en danger, et surtout qu'il n'est pas encore prêt, il est trop jeune. Tout le monde pensait que j'étais fou allié parce que je voulais recruter un gamin de 14 ans. Là, j'ai 15 ans. Non, là, tu fermes ton clapet. Tony lui retire alors son costume, et pour Peter, c'est un coup terrible. Il a l'impression d'avoir tout perdu, et après il découvre une vérité bouleversante. Peter vient chercher Liz pour le bal de fin d'année, et là, Toomes ouvre la porte, et Peter comprend immédiatement. C'est toi le fameux Peter? Le père de Liz, c'est Adrian Toomes, c'est le vautour. Alors ils montent ensemble dans la voiture et pendant le trajet, la tension est insoutenable. Grâce à ses déductions, Toomes finit lui aussi par comprendre que Peter est Spider-Man. Et si vous regardez bien, on voit exactement le moment où il comprend. Le jeu d'acteur de Michael Keaton à ce moment-là est juste phénoménal et c'est sûrement une des meilleures scènes du Spider-Man de Tom Holland. Deux ennemis se retrouvent enfermés dans la même voiture. Et lorsque Liz quitte la voiture, Toomes menace directement Peter. Il lui ordonne de rester à l'écart. Sinon, sa famille sera en danger. Peter doit alors faire un choix. Soit profiter enfin d'une soirée normale, ou alors agir comme un héros. Tu pousses ces portes, tu oublies la totalité de ce qui s'est passé et tu n'essaies plus jamais. Si tu recommences, je te tuerai, toi et tous ceux que tu aimes. Et vous commencez à connaître Peter, il choisit le second. Mais c'est précisément à ce moment qu'il commence à comprendre ce qu'être Spider-Man signifie réellement. Le héros ne vient pas du costume, le héros c'est la personne qui le porte. Et Peter reprend alors son ancien costume artisanal, sans gadget, sans intelligence artificielle, sans aide extérieure, juste lui. Alors le combat final commence. Le vautour tente de voler un avion transportant du matériel Avenger, et Peter l'affronte seul, sans technologie Stark, sans mentor, sans aide. Au cours de la bataille, il est même enseveli sous une tonne de débris. Et cette scène, elle est directement inspirée des comics. Ça nous montre la puissance incroyable qu'a Spider-Man. On se rend pas compte qu'il a une telle force. Bref, il est terrifié, blessé et en larmes, mais Peter trouve malgré tout la force de se relever. Finalement, il parvient à vaincre le vautour, mais surtout, il lui sauve la vie lorsque son équipement explose. Rappelons-le, Spider-Man ne tue pas, même ses ennemis les plus féroces. Impressionné par son évolution, Tony lui propose ensuite d'intégrer officiellement les Avengers. Je suis persuadé qu'avec un peu plus de coaching, tu seras un réel atout pour l'équipe. Pour l'équipe? Et il lui propose même une nouvelle tenue, l'Iron Spider. Mais Peter refuse. Merci, monsieur Stark. Mais c'est bon. Bon, tu veux dire, dans quel sens bon? Je veux dire, je crois que ce serait mieux pour l'instant que je fasse profil bas, que je me contente d'être la petite araignée sympa du quartier. À la fin, même si Peter refuse d'intégrer les Avengers, Tony lui montre qu'il croit toujours en lui, puisqu'il a même discrètement fait glisser son costume dans sa chambre. Mais Peter choisit finalement de rester fidèle à ce qu'il est, le héros du quartier, celui qui aide les gens avant de chercher la gloire. Et au moment où il enfile son costume et qu'il retire son masque, Tante May rentre dans la chambre. Stupéfaite, elle découvre que son neveu, c'est lui, Spider-Man. Je rêve.
Dans le bus, le sens d'araignée de Peter se déclenche avant même qu'il comprenne vraiment ce qui arrive. Il demande alors à Ned de créer une diversion pour pouvoir s'échapper discrètement et rejoindre l'action. Il rejoint Iron Man et Doctor Strange, et c'est là qu'il voit les enfants de Thanos, Ebonimo et Cull Obsidian. Les deux sont là pour récupérer la pierre du temps. Alors ils embarquent Strange avec eux, et Iron Man et Spider-Man s'infiltrent dans le vaisseau pour pouvoir sauver Strange. Mais Peter refuse d'abandonner Doctor Strange. Pour lui, même si la mission est beaucoup trop grande, il est déjà trop impliqué pour faire demi-tour. Pour pouvoir respirer dans l'espace, Tony Stark débloque l'Iron Spider, qui arrive directement sur Peter dans une scène qui a beaucoup trop de flow. Cette armure, c'est pas seulement un nouveau gadget, c'est surtout la preuve que Tony avait prévu une solution pour protéger Peter si la situation devenait trop dangereuse. Et surtout la preuve que ça y est, Tony fait entièrement confiance à Peter. Bref, Peter et Tony libèrent Strange. C'est aussi dans ce vaisseau que Tony finit par officialiser ce que Peter attendait depuis longtemps. Il le nomme enfin Avenger. Te voilà un Avenger. Pour Peter, c'est un moment immense, parce qu'il obtient enfin la reconnaissance de son mentor, et qu'il fait enfin partie de cette équipe qu'il admire autant depuis son enfance. Il rencontre les Gardiens de la Galaxie, et face à eux, Peter retrouve malgré tout son côté adolescent. Mais vous êtes qui, vous? On est les Avengers, mec. Il découvre des héros venus de l'espace, se retrouve au milieu d'échanges absurdes, mais comprend très vite que tout le monde va devoir travailler ensemble pour avoir une chance contre Thanos. Alors ils se rendent sur la planète natale du Titan, qui s'appelle aussi Titan d'ailleurs. Bref, les héros arrivent et attendent Thanos. Pendant l'affrontement, Peter n'est pas juste en soutien, il participe vraiment au plan. Il utilise ses toiles, son agilité, les pattes de l'Iron Spider pour aider à immobiliser Thanos au moment où les héros tentent de lui retirer le gant. On voit qu'il est hyper à l'aise avec toutes les aptitudes de l'Iron Spider, alors qu'il l'a récupéré que quelques minutes plus tôt. C'est vraiment un crack. Mais malheureusement, cela échoue. Thanos manque de tuer Stark, et pour le sauver, Doctor Strange lui donne finalement la pierre du temps. Thanos a gagné, il ne lui manque plus qu'une seule pierre, et pour ça, il va directement en direction le Wakanda. Il arrache la pierre du front de Vision, et la suite, vous la connaissez, il claque des doigts. Thanos efface la moitié de l'univers, et là, Peter commence à disparaître. Terrifié, il se tourne vers Tony. Cette scène devient immédiatement l'une des plus marquantes du MCU. Pour Tony, perdre Peter, c'est comme perdre son fils. Dans Avengers Endgame, les Avengers décident d'abord d'aller éliminer Thanos, mais ils découvrent rapidement qu'il a déjà détruit les pierres d'infinité. Impossible de ramener tout le monde. 5 années passent, et là, Ant-Man revient du royaume quantique. Il arrive au QG des Avengers et propose une solution, voyager dans le temps. Lorsque les Avengers vont chercher Tony Stark pour pouvoir réaliser le casse temporel, au début celui-ci refuse, mais lorsqu'il regarde une ancienne photo qu'il avait avec Peter, d'un coup tous les remords reviennent. Il regrette d'avoir laissé cet enfant, alors il accepte d'aller aider les Avengers. C'est pas uniquement pour sauver Peter, mais en très grande partie. Les Avengers organisent alors un immense casse temporel afin de récupérer les pierres dans différentes époques, avant que Thanos puisse les récupérer lui-même. Et l'opération est une réussite, ils arrivent à récupérer toutes les pierres, Tony Stark, Rocket et Hulk créent un nouveau gant, et Hulk claque des doigts. Et là, toutes les victimes du snap reviennent. Sauf qu'au même moment, le Thanos du passé arrive lui aussi au QG des Avengers, grâce à une magouille avec Nebula, bref. Iron Man, Thor et Captain America affrontent le Titan, mais ils se font complètement dépasser. Et c'est là qu'on arrive à la meilleure scène de tout le MCU. Captain America qui se tourne vers la gauche et qui voit des portails s'ouvrir. Tous les héros revenus grâce au snap de Hulk. Pour Peter, seulement quelques secondes se sont écoulées depuis sa disparition. Il passe donc directement de Titan à la bataille finale, sans avoir vécu les 5 années qui ont bouleversé le reste du monde. Quand il retrouve Tony, Peter se remet à parler très vite, comme s'il essayait de raconter tout ce qui venait de lui arriver. Tony, lui, ne répond même pas. Il le serre simplement dans ses bras, soulagé de retrouver celui qu'il pensait avoir disparu. Mais surtout, ce câlin, il fait écho à la scène de Homecoming. À l'époque, Peter avait cru que Tony voulait lui faire un câlin lorsqu'il voulait ouvrir la portière, mais ici, dans Endgame, Tony le prend vraiment dans ses bras. Ce geste montre à quel point leur relation a évolué. Peter n'est plus seulement le jeune héros que Tony surveille, il est devenu quelqu'un qu'il aime profondément. Et c'est là que débute une immense course de relais entre chaque personnage, qui se font tous passer le gant de l'infini pour pas que Thanos puisse l'avoir. Et quand Peter récupère le gant, il tente de traverser
traverser le champ de bataille malgré le chaos total autour de lui. Il se bat avec courage, mais le nombre d'ennemis le dépasse rapidement. Alors il utilise toutes les capacités de son Iron Spider, avec notamment la mise à mort instantanée qu'il avait décidé de ne pas utiliser auparavant. C'est là qu'on voit vraiment toute la puissance de Peter. Cette fois, les héros gagnent, mais la victoire a un prix. Tony Stark se sacrifie pour sauver l'univers. C'est lui qui claque des doigts, faisant disparaître Thanos et son armée. Au moment du dernier souffle de Tony, c'est Peter qui va vers lui, complètement dépassé. Cette fois, les rôles sont inversés. Dans Infinity War, Tony avait vu Peter disparaître dans ses bras. Dans Endgame, c'est Peter qui assiste impuissant aux derniers instants de son mentor. Peter est présent lors des funérailles de Tony avec Tante May. En voyant tous les héros réunis pour Tony, il comprend que son mentor laisse derrière lui un vide immense et qu'il va devoir apprendre à avancer sans lui. On retrouve Peter qui tente encore de faire son deuil de Tony. Pour lui, c'est horrible parce que partout dans le monde, des hommages à Iron Man rappellent sa disparition. Mais Peter, lui, ne veut pas devenir le nouveau Stark. Il veut juste être un adolescent normal. Il ne veut pas vivre avec le poids du héros sur ses épaules. Ça fait quoi de remplacer Tony Stark? C'est un énorme défi à relever. Je dois vous laisser. Merci à tous d'être venus. Même son Spider-Sense ne fonctionne plus vraiment à cause de son état psychologique pitoyable. Lors d'un voyage scolaire en Europe, il espère même passer du temps avec MJ, car ses sentiments pour elle sont devenus de plus en plus évidents. Mais à Venise, un gigantesque monstre d'eau attaque la ville. Peter intervient comme il peut, sans costume, et c'est la première fois qu'il voit Mysterio. Ensemble, ils repoussent la créature, et Peter découvre un héros qui semble courageux, puissant et beaucoup plus sûr de lui. Plus tard, Nick Fury remet à Peter les lunettes Edith, un système créé par Tony Stark. Ces lunettes donnent accès à une technologie extrêmement puissante, notamment des drones et des informations confidentielles. Pour Peter, c'est un cadeau énorme, mais aussi un poids qu'il ne se sent pas prêt à porter. Cette pression se voit totalement quand Peter utilise accidentellement les lunettes dans le bus. Brad Davis est-il une cible? Est-ce qu'il est une cible? Ouais, c'en est une. En voulant effacer une photo compromettante, il déclenche sans le vouloir un drone qui manque de tuer un de ses camarades. La scène est drôle en apparence, mais elle montre surtout que Peter n'est pas encore prêt à contrôler un pouvoir aussi dangereux. Nick Fury lui donne ensuite un costume noir pour qu'il puisse agir discrètement en Europe sans être reconnu comme Spider-Man. Ce costume donne naissance à une fausse identité, Night Monkey, mais il montre aussi que Peter est forcé de jouer un rôle qu'il n'a pas vraiment choisi. À Prague, Peter et Mysterio affrontent le monstre de lave. Le combat est spectaculaire et Mysterio se présente comme un héros prêt à se sacrifier pour sauver le monde. Peter est totalement impressionné. Il commence à voir en lui une nouvelle figure de confiance, comme l'était Stark auparavant. Et c'est ce qui le pousse ensuite à donner les lunettes Edith, pensant que Beck est plus capable que lui de porter l'héritage de Tony. Je souhaite transférer le contrôle de toutes tes fonctions à Quentin Beck. Peter, tu fais quoi là? Ce qu'il faut que je fasse. C'est à toi qu'il a confié ses lunettes. Stark m'a confié une mission. Faut que je fasse le bon choix, ok? Et je le décevrai pas. Vous êtes un soldat, un leader. Vous avez détruit ces monstres. Vous m'avez sauvé la vie. Vous avez sauvé le monde. Vous voyez, c'était pas sorcier. Mais MJ finit par comprendre que quelque chose ne va pas. Grâce à un projecteur récupéré après l'attaque, elle découvre que les monstres ne sont pas réels. Peter comprend alors que Mysterio a tout fabriqué avec les drones et des illusions. Ce moment est hyper important parce que Peter réalise qu'il s'est fait manipuler précisément parce qu'il doutait de lui-même. Mysterio piège ensuite Peter dans une illusion cauchemardesque et là il joue avec toutes ses peurs, avec sa culpabilité, avec la mort de Tony et surtout avec son manque de confiance. Peter perd complètement ses repères jusqu'à être projeté sur les rails et violemment percuté par un train. C'est l'un des moments les plus brutaux du film. Mais ça reste surtout la scène la plus impressionnante visuellement. La scène est juste trop stylée, les illusions de Mysterio rendent juste trop bien et cette scène ça reste une masterclass. Peut-être la meilleure scène qu'a fait John Watts. Après avoir survécu, Peter se retrouve perdu, blessé puis arrêté. Une fois sorti de prison, il appelle Happy. Dans l'avion, il arrête enfin de fuir qui il est. Il crée un nouveau costume avec la technologie de Stark, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour copier Tony, c'est pour devenir son propre héros. Lors du combat final à Londres, il se fie entièrement à son sens d'araignée, et là, les illusions deviennent inutiles, il arrive à tout percevoir. Peter traverse les drones et les yeux fermés, évite chaque attaque et finit même par vaincre Mysterio. Cependant, avant de mourir, Quentin prépare une dernière vengeance. Dans une vidéo falsifiée diffusée par le Daily Bugle, il accuse Spider-Man d'être responsable des attaques. Puis, il révèle son identité secrète au monde entier, Spider-Man et Peter Parker. Le vrai nom de Spider-Man, c'est Peter Parker. Je suis dans la...
Et là, sa vie bascule instantanément. Du jour au lendemain, Peter devient l'homme le plus célèbre du monde. Certains l'admirent, d'autres le détestent. Tous les médias le poursuivent. Sa vie privée disparaît. MJ, Ned et Tante May subissent eux aussi les conséquences. Même après avoir été innocenté, Peter voit toutes ses chances d'avenir s'effondrer. Alors il demande l'aide de Doctor Strange. Peter souhaite simplement que tout le monde oublie son identité. Je me demandais, enfin, je sais pas si ça pourrait réellement marcher, mais je me demandais si éventuellement vous pourriez remonter le temps pour réécrire l'histoire. Mais pendant le sort, il change constamment les règles. Et finalement, le rituel échoue complètement et provoque une catastrophe multiverselle. Ça a marché? Non. Tu as modifié le sortilège 6 fois de suite, Peter. 5 fois. Tu l'as modifié, c'est dangereux, je te l'ai dit en plus. Et voilà le résultat. Si je ne l'avais pas arrêté, une vraie catastrophe aurait pu se produire. Des individus provenant d'autres univers commencent à arriver dans le MCU. Et c'est là qu'on retrouve Docteur Octopus, le Bouffon Vert, Electro, l'Homme Sable, le Lézard, tous les personnages qui connaissent l'identité de Spider-Man dans d'autres univers. Bon, sauf Electro, mais ça c'est juste une erreur d'écriture, bref. Au moment où ils apprennent ça, Strange y souhaite juste les renvoyer immédiatement dans leurs univers. Sauf que Peter refuse. Il apprend qu'ils sont tous condamnés à mourir dans leur univers. Docteur Strange, on peut pas les renvoyer, c'est trop tôt. Certains d'entre eux cesseront d'exister. C'est leur destin. Leur sacrifice a infiniment plus de valeur que leur vie. Ne voulant pas accepter la décision de Doctor Strange de renvoyer tous les antagonistes chez eux, même s'ils sont condamnés, Peter vole la boîte magique. Pour lui, s'il existe une chance de les sauver, il doit essayer. Donc il vole la boîte et s'échappe avec, ce qui provoque une confrontation directe avec Strange dans la dimension miroir. Cette scène elle est super importante parce qu'elle montre que Peter ne suit plus simplement les ordres des adultes autour de lui. Il fait ses propres choix moraux, même si ce choix est risqué. Et surtout cette scène elle nous montre l'ingéniosité et l'esprit logique de Peter, puisqu'il arrive à battre Doctor Strange à son propre jeu, dans sa propre dimension, grâce au pouvoir des mathématiques. Donc il décide de les sauver, et cette décision entraîne une tragédie. Alors que Peter leur fait confiance et essaye de les aider, le Bouffon Vert reprend le contrôle. Et là, au cours de l'affrontement, Tante May est blessée mortellement. Avant de mourir, elle prononce les mots qui définissent Spider-Man depuis le début. Tu as un pouvoir, et avoir un grand pouvoir implique d'avoir de grandes responsabilités. Peter est anéanti. Pour la première fois, il est totalement seul. Submergé par la douleur, il veut tuer Norman Osborn. Et là, la colère prend le dessus. C'est alors que deux visiteurs inattendus apparaissent. Les Spider-Man des autres univers. Salut. Coucou. Non, 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 c'est rien, je suis un gentil. Salut. Ça vous dérange pas que je sois passé par ce... Oh, il s'est refermé. Le Peter Parker de Tobey Maguire et celui d'Andrew Garfield. Eux aussi ont connu la perte, eux aussi ont souffert. Ils comprennent exactement ce que ressent notre Peter. Grâce à eux, Peter retrouve l'espoir. Les trois Spider-Man travaillent ensemble afin de guérir les ennemis multiversels. Lors du combat final sur la Statue de la Liberté, ils parviennent progressivement à sauver chacun des antagonistes. Mais Peter affronte finalement le Bouffon Vert une dernière fois. Sa rage est immense, il est sur le point de le tuer, ne se contrôle plus, va lui donner le dernier coup, et c'est là que le Peter de Tobey Maguire intervient. Il sait ce que ressent Peter, mais il ne veut pas qu'il traverse la ligne rouge. Il sait qu'il n'y aura pas de retour. Si Peter tue à ce moment-là, ça va le changer pour toujours. Alors il l'arrête, silencieusement, et à cet instant, notre Peter comprend. La vengeance ne lui rendra jamais Tante May. Il choisit donc la voie du héros. Il soigne le Bouffon Vert, l'épargne et le renvoie chez lui. Mais le problème n'est pas résolu pour autant. Le sort de Doctor Strange est en train de fracturer la réalité. Des fissures apparaissent dans le ciel. Des méchants qui connaissent l'identité de Spider-Man dans d'autres univers sont prêts à arriver. Tous les univers sont en train d'entrer en collision. Il faut agir, et vite. Et pour éviter ça, il n'y a qu'une seule solution. Et c'est là que Peter prend la décision la plus douloureuse de sa vie. Il demande à Doctor Strange d'effacer tous les souvenirs liés à Peter Parker. Lancer un nouveau sortilège. Mais cette fois, qu'ils oublient tous qui est Peter Parker. Faites en sorte que tout le monde m'oublie. Non. Allez-y. D'accord. Tu devrais aller leur dire au revoir, il te reste peu de temps. C'est gentil, monsieur. Tout le monde l'oublie. MJ, Ned, Happy, les Avengers, tout le monde. Plus personne dans l'univers ne connaît l'identité de Spider-Man. Peter sacrifie littéralement son existence. Il promet à ses amis qu'il va venir leur rappeler son existence pour faire comme si de rien n'était. Vous allez complètement m'oublier. Quoi? Comment ça, on va t'oublier? De quoi tu parles? Ça va aller.
J'irai te voir et on fera connaissance. Et je t'expliquerai ce qui s'est passé. Sauf que à la fin du film, il rend visite à MJ dans son café. Elle ne le reconnaît pas, et Ned non plus. Et alors qu'il avait préparé une lettre pour leur dire toute la vérité, au moment où il voit le bandage sur le front d'MJ, qui, rappelons-le, est une cicatrice qu'elle a à cause de Spider-Man, ben là, Peter comprend tout, et il décide de ranger son mot. Il ne leur dira pas la vérité pour pouvoir les protéger. Il réalise alors ce qu'il a perdu. Pour la première fois depuis son arrivée dans le MCU, Peter est complètement seul. Plus de technologie Stark, plus de mentor, plus de famille, plus d'amis, seulement lui, son costume et la ville de New York. Le garçon qui voulait impressionner Iron Man est devenu un véritable Spider-Man. Un héros qui comprend enfin le poids de la responsabilité. Un héros capable de sacrifier son propre bonheur pour sauver les autres. Et c'est exactement dans cette situation que devrait commencer Spider-Man Brand New Day. 4 ans se sont écoulés depuis que Doctor Strange a effacé Peter Parker de la mémoire du monde entier. 4 années durant lesquelles MJ et Ned ont terminé leurs études au MIT, construit leur avenir et continué leur vie sans savoir que Peter avait autrefois occupé une place essentielle dans leur existence. Peter, lui, il est resté à New York. Il est seul, il a plus de Tony Stark pour lui fournir une armure, plus de Tante May pour l'attendre chez lui, il ne lui reste qu'un appartement, une lettre destinée à MJ qu'il n'a jamais osé lui donner. Et il lui reste Spider-Man. Alors Peter s'accroche au masque, il développe son propre équipement, crée une intelligence artificielle appelée Ivy et consacre presque tout son temps à protéger la ville. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur l'équipement ultra technologique qu'il a? Une imprimante 3D qui lui permet de créer différents gadgets et de recréer à chaque fois son costume lorsqu'il a été endommagé, plus un tapis de sport dernier cri et un setup gaming de zinzin avec 12 millions d'écrans. Mais pourtant il a pas de boulot, il est juste Spider-Man et en plus il fait ça bénévolement, il gagne pas une thune avec ça, donc faudra m'expliquer comment il gagne de l'argent. Là où par exemple le Spider-Man de Tobey était photographe, celui d'Andrew également, c'est un peu le side job qu'on pensait tous qu'il allait avoir dans ce film. Et je pense que c'était envisagé, mais comme au final le Daily Bugle n'est pas dans le film, bah du coup Peter ne devient jamais photographe pour ce journal. Et tout le monde est dégoûté parce que tout le monde aurait voulu voir J. Jonah Jameson. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Le montage d'ouverture du film permet immédiatement de comprendre à quel point il est devenu efficace. En seulement quelques mois, Spider-Man a fait tomber Tombstone, Tarantula, Boomerang, Ramrod et les ninjas de la main, mais surtout McGargan, qui est enfin devenu le Scorpion. Des noms qui sont loin d'être anodins, puisqu'il s'agit de plusieurs ennemis historiques de Spider-Man dans les comics. Peter ne se contente plus d'arrêter quelques voleurs de vélo dans le Queens, il démantèle le crime organisé à New York, au point de faire chuter la criminalité de la ville à un niveau historique. En seulement quelques mois d'activité intensive, il accomplit presque le travail d'une équipe entière de super-héros. Autant pour Boomerang, Tarantula et Ramrod, c'est pas si grave parce que c'est vraiment des personnages secondaires des comics, mais par contre pour Tombstone, purée, quel dommage. C'est criminel ce que nous a fait Sony sur ce coup-là. Surtout qu'ils avaient pris Marvin Jones 3, un acteur de zinzin qui fonctionnait trop bien avec le personnage, qui en plus avait dit en interview qu'il était super heureux et qu'il avait pleuré lorsqu'il avait su qu'il était casté en Tombstone, pour au final qu'il ait 3 scènes dans le film, et ça vraiment c'est décevant. Mais bref, Spider-Man il collabore même régulièrement avec l'inspectrice Jean DeWolf, qui lui transmet des informations et l'aide à identifier ses prochaines cibles. C'est hyper intéressant parce qu'on a un peu la même relation James Gordon Batman, mais cette fois-ci avec Jean DeWolf et Spider-Man. Vous savez, l'inspecteur de police un peu indépendant qui lui fait vraiment confiance aux héros avant de faire confiance au système. Bref, le message est clair, ce Peter est probablement le Spider-Man le plus expérimenté que Tom Holland ait incarné. Il n'a plus besoin d'être supervisé par Tony Stark ou accompagné par des Avengers. New York est devenu son territoire et il en maîtrise chaque rue. Mais derrière cette efficacité impressionnante se cache un problème bien plus inquiétant. Plus Spider-Man prend de place, plus Peter Parker disparaît. Le monde a oublié son identité et progressivement, Peter semble l'oublier lui aussi. Tout bascule lorsqu'un véhicule blindé volé traverse les rues de New York avant de foncer vers un centre de détention du Damage Control. Spider-Man intervient immédiatement et découvre à l'intérieur une vieille femme totalement désorientée. Mais autour de lui, les gardes commencent à se comporter étrangement. Certains oublient leurs ordres, d'autres se retournent brutalement contre leurs collègues. Peter comprend qu'une présence invisible passe d'un esprit à un autre et utilise les individus comme des marionnettes. Cette force orchestre le transfert de McGargan vers un autre établissement, puis tente de prendre directement possession de Spider-Man. Mais contre toute attente, elle échoue. Quelque chose dans la psychologie de Spider-Man semble le rendre immunisé à son influence. Avant de disparaître, le télépathe provoque l'explosion du blindé, permettant au Scorpion de s'échapper dans la confusion. Peter ignore encore l'identité de son ennemi, mais il sait deux choses. Cette personne
personne peut contrôler presque n'importe qui et elle est prête à provoquer des morts pour atteindre son objectif. Alors Peter lance son enquête et cette enquête, elle le mène jusqu'à Yelena Belova. Désormais à la tête des nouveaux Avengers, Yelena lui donne rendez-vous dans son bureau qui se situe dans un spa. Alors tout le monde a trouvé ça bizarre mais c'est normal, c'est pour rappeler ses origines russes. Peter lui décrit une menace capable de contrôler les employés du Damage Control et de provoquer des attaques coordonnées dans toute la ville. Pourtant, Yelena refuse d'impliquer son équipe. À ses yeux, cette affaire reste trop petite pour les nouveaux Avengers. Autrement dit, Spider-Man doit se débrouiller tout seul parce que cette menace ne joue pas encore dans la cour des grands. Alors là, à ce moment-là, la remarque elle est presque insultante quand on se souvient de tout ce que Peter a déjà accompli. On rappelle qu'il a déjà combattu Captain America, affronté Thanos sur Titan, participé à la bataille finale d'Endgame et surtout empêché l'effondrement du multivers dans No Way Home. Peter a littéralement sauvé l'univers plusieurs fois, mais parce que personne ne se souvient de son identité, personne ne mesure réellement ce qu'il est capable de faire. Pour Yelena, il reste le héros sympathique de New York, chargé des petites affaires, pendant que les nouveaux Avengers, eux, s'occupent des véritables catastrophes. Et Peter, à ce moment-là, il cherche pas à la contredire, il ne peut pas lui raconter son passé sans révéler son identité, donc il accepte la mission, comme toujours, sans reconnaissance, sans récompense et sans personne pour l'accompagner. Yelena lui révèle tout de même que plusieurs attaques similaires ont visé le Damage Control. Une trentaine d'employés ont utilisé leurs identifiants pour accéder aux mêmes données, probablement après avoir été possédés à tour de rôle. Tous recherchaient exactement la même chose, le VMAX. Alors Peter, pour accélérer son enquête, il contacte Bill Metzger, le directeur du Damage Control. D'ailleurs, c'est marrant de voir qu'il est en bon contact avec eux, alors que c'était quand même eux qui l'ont arrêté dans No Way Home quand on a connu son identité. Même si bon, eux s'en rappellent pas, Peter lui s'en rappelle. Parce que oui, si vous n'avez pas suivi, le Damage Control, c'est une organisation gouvernementale créée par Tony Stark, à la base pour réparer les dégâts des Avengers dans leur bataille, et qui, à sa mort, est devenue juste une organisation qui gère les menaces avec des super pouvoirs, et qui maintenant s'extrémise et essaye surtout de les traquer. Et là où c'est hyper intéressant et que personne n'a trop remarqué, c'est que lorsque Spider-Man arrive dans le bâtiment du Damage Control, il doit passer par la sécurité, et donc il doit passer dans un scanner. Scanner qui analyse exactement toute la mutation de Peter, ainsi que ses pouvoirs, mais vous allez voir que le Damage Control, ils vont garder très précieusement ces informations. Bref, Bill lui fait visiter les installations du département, remplies d'armes Shitori, de technologies récupérées après le combat des Avengers et d'équipements saisis à d'anciens super-vilains. Il lui présente également les nouveaux agents de sécurité du bâtiment, les ninjas de la main. Alors oui, que ce soit dans les comics ou dans la série, la main est normalement une organisation mystique composée d'assassins particulièrement dangereux. On a pu les voir notamment dans Daredevil ou dans la série Defenders, mais ici, Metzger affirme qu'ils ont été réhabilités pour qu'ils travaillent désormais pour protéger la population. Il lui explique que la télépathe cherche probablement à pénétrer dans la chambre forte du Damage Control et que son contenu ne doit tomber entre les mains de personne. Puis il insiste sur un élément essentiel. Spider-Man semble être le seul individu capable de résister au contrôle mental. Peter accepte donc de collaborer avec lui. Pendant que l'enquête progresse, Peter retrouve Ned dans une boutique. Alors là, il est complètement paniqué, il sait pas trop quoi faire, mais il décide quand même de le suivre comme un gros stalker. Il se retrouve donc à une soirée où se trouve également MJ. Et là, il découvre que son ancien meilleur ami s'intéresse toujours énormément à Spider-Man. Ned a même développé le Spidey Tracker, une application destinée à suivre les déplacements du héros à travers New York. Ned, il veut juste retrouver Spider-Man parce qu'il se rappelle qu'il l'a sauvé plusieurs fois quand il était au lycée. Et il veut juste le remercier. Et c'est là que Peter revoit pour la première fois MJ. Elle a terminé ses études, commencé à construire sa propre vie et surtout partage désormais cette vie avec un autre homme. Cette souffrance déclenche une réaction inattendue dans son organisme. Peter, complètement au fond du trou, se remémorant tous ses souvenirs avec MJ, se retrouve à swinguer dans la rue, de nuit, de pluie, sans costume. Il est complètement déprimé. Et là, son ADN arachnéen commence à muter. Il rentre chez lui et d'un coup, il tombe dans les pommes. Il se réveille le lendemain dans un cocon et là, il comprend plus rien à ce qui se passe. Sa force augmente, son sens d'araignée devient presque incontrôlable. Et surtout, des toiles organiques apparaissent dans ses poignets. Peter est désormais capable de produire sa propre toile. Pire même, lorsque Peter essaye de mettre ses lance-toiles, son corps le rejette immédiatement. Alors Peter essaye de s'entraîner avec ses nouvelles toiles organiques. Bon, c'est pas très concluant, et surtout c'est pas le bon moment puisque le scorpion réapparaît, et là il est sous l'influence de la télépathe. Peter découvre alors à quel point la transformation qu'il est en train de vivre est dangereuse. Cette fois, le véritable danger n'est pas le scorpion,
c'est Spider-Man. Sous la pression du combat, la mutation de Peter prend le dessus, ses mouvements deviennent plus rapides, plus brutaux, il ne cherche plus simplement à arrêter Gargan, il veut le détruire. Pendant quelques secondes, la sympathique araignée du quartier disparaît, remplacée par un prédateur qui cesse enfin de retenir sa force. Peter frappe son adversaire encore et encore, il jette même Gargan sur une voiture de police. Sa mutation n'a pas créé cette violence, elle a simplement donné une forme à 4 années de colère, de deuil et de solitude. Terrifié par ce qu'il pourrait devenir, Peter se dit qu'il doit trouver une solution. Il va donc consulter le docteur Bruce Banner, désormais professeur à l'Empire State University. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que dans cette salle de cours, un détail risque de passer complètement inaperçu. Mais parmi les étudiantes se trouve une certaine Cindy. Et ce prénom, il est pas là par hasard, puisque c'est Cindy Moon. Elle avait déjà été introduite dans les MCU, dans Spider-Man Homecoming et même dans Avengers Infinity War. Mais là où c'est hyper intéressant, c'est que dans les comics, Cindy Moon, elle devient Silk, une Spider-Héroïne qui a été elle aussi mordue par la même araignée radioactive que Spider-Man et qui possède donc des capacités très proches des siennes. Force, agilité, sens du danger, production naturelle de toile organique. Son sens d'araignée peut même être plus précis que celui de Peter. Bref, sa présence dans la classe de Banner peut donc être soit un simple clin d'œil, mais le choix du contexte est intriguant puisque Cindy apparaît précisément au moment où Peter cherche à comprendre sa nouvelle mutation et ses nouveaux pouvoirs. Et si le MCU était en train de nous préparer Silk discrètement, surtout qu'on sait à l'époque que Sony voulait faire une série sur ce personnage. Mais bref, reprenons notre histoire. Bruce explique à Peter qu'il utilise lui-même un inhibiteur pour ne pas se transformer en Hulk, et donc que cet inhibiteur pourrait neutraliser certaines capacités. Et c'est alors là que Peter construit malgré tout une puce destinée à supprimer sa mutation. Avec un mélange de ses études sur l'inhibiteur de Bruce, mais également, je vous rappelle que c'était lui qui avait trouvé la puce pour soigner le Docteur Octopus, en fait il a mixé tout ça et il a créé une nouvelle puce destinée à supprimer la mutation. Grâce à ça, il pense qu'il peut enfermer l'araignée, il ne blessera plus personne. Bon, malheureusement, les premiers tests ne sont pas très concluants, et c'est là que le télépathe reprend ensuite contact avec Peter, et lui révèle connaître sa véritable identité, ainsi que l'existence de sa lettre pour MJ. Parce que oui, le télépathe, à ce moment-là, il est directement dans l'appartement de Peter. Et de là se lance une course-poursuite entre Peter et le télépathe, car celui-ci menace Peter d'aller attaquer MJ. Grâce aux analyses d'Ivy, Peter découvre que le contrôle mental ne fonctionne que dans un rayon d'environ 10 mètres. Il pense donc pouvoir isoler l'un des hôtes. Peter amène alors MJ sur un toit pour la protéger, et là il lui explique qu'elle est en danger, mais sans révéler son identité. Et c'est là que MJ commence à poser des questions étranges. Puis elle semble soudain retrouver des fragments de leur histoire. Bouleversé, Peter l'embrasse, persuadé que le sort de Strange commence enfin à se briser. Mais ce moment d'espoir était un piège. MJ est déjà sous le contrôle du télépathe. À travers elle, l'entité se moque de Peter, utilise ses sentiments contre lui et confirme qu'elle ne se souvient absolument pas de leur relation. Et c'est là que la mutation de Peter refait surface. Il pète complètement un câble. Il est en train de devenir fou. Il prend MJ par le cou, menace le télépathe à travers elle, puis elle la force à se jeter dans le vide. Peter plonge et parvient à la sauver. Peter conduit MJ dans l'un des refuges de Frank Castle. Le Punisher accepte de la protéger. Grâce aux images enregistrées par Ivy, il obtient enfin le visage de son ennemi, une adolescente appelée Jean Grey. Avec l'aide de MJ, Peter arrive enfin à créer une puce inhibitrice qui limite réellement sa mutation, et surtout, il en a créé une autre qui permet d'enlever n'importe quelle mutation. Et ça, Peter il s'en rend absolument pas compte pour l'instant, mais là il vient de créer l'arme principale qui sera utilisée très sûrement dans le futur du MCU, que ce soit par le DODC ou par les personnes qui sont anti-mutants, pour justement stopper la mutation. Vous savez, dans les films X-Men ou dans Deadpool, on a déjà vu ces espèces de colliers inhibiteurs qui permettent d'arrêter une mutation. C'est clairement ce que Peter vient d'inventer ici. Enfin, inventer, on sait pas trop, parce que Wanda en avait déjà un autour du cou lorsqu'elle était enfermée dans le raft dans Civil War. Leur complicité réapparaît naturellement, mais MJ ne voit toujours que Spider-Man. Pour elle, Peter Parker reste un étranger. Parce que oui, elle n'a aucun souvenir de la scène qu'il y a eu juste avant où elle se faisait contrôler par Jean. En parlant de Jean d'ailleurs, elle attaque finalement le siège du Damage Control pour atteindre directement Metzger. Lorsque Peter arrive au siège du Damage Control, le bâtiment est déjà presque entièrement détruit. Il retrouve Jean au milieu des débris et tente de comprendre ce qu'elle cherche. Mais leur confrontation est brutalement interrompue par l'arrivée du professeur Hulk, placé sous son contrôle. Le combat commence immédiatement. Peter esquive comme il peut, incapable de rivaliser avec la puissance de Hulk, jusqu'à l'arrivée de Frank, qui est venu lui prêter main forte avec ses armes et ses explosifs. Le Punisher réussit finalement à assommer Hulk quelques instants, et là les deux héros décident de se séparer.
Frank part neutraliser Jean pendant que Spider-Man reste pour gérer Hulk. Frank ne cherche même pas à faire semblant d'être courageux face à Hulk, il dit clairement qu'il préfère se défiler et laisser cette partie à Peter. Mais au moment où Spider-Man s'approche, Hulk reprend brièvement sa forme humaine. Bruce semble revenu à lui, seulement le contrôle mental de Jean a détruit l'équilibre qu'il maintient depuis des années. Quelques secondes plus tard, il se transforme de nouveau, mais cette fois-ci ce n'est plus le professeur Hulk, c'est le véritable Hulk, incontrôlable, rempli de rage et plus grand que jamais. Et là, Peter le sait, il ne pourra jamais rivaliser avec Hulk, donc il essaye de regarder autour de lui tout ce qui pourrait l'aider à gagner du temps. Et là, il retrouve le gant du Shocker. Mais même avec cette arme, ça ne suffit pas. Hulk l'écrase complètement. Acculé, Peter finit par révéler son identité, comme s'il essayait d'atteindre l'homme derrière le monstre. Et c'est là que la scène devient ambiguë. Est-ce que Hulk reconnaît vraiment Peter? Comme on a eu dans les comics, le moment où Peter avait été oublié de la mémoire de tout le monde par Mephisto, il restait plus qu'une seule personne qui s'en rappelait, c'était Hulk. Parce qu'au moment où le sort avait été envoyé, il était à l'intérieur de Banner. Donc Hulk n'avait pas été affecté. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe ici? Ou alors est-ce que c'est Bruce qui réussit à reprendre le contrôle? Le film ne tranche pas clairement, mais cette hésitation suffit à permettre à Banner de revenir à lui-même et de mettre fin au combat. Bref, pendant ce temps, Jean prend le contrôle de Frank et utilise ses armes pour ouvrir la chambre forte. Peter réussit finalement à lui implanter sa seconde puce inhibitrice, coupant temporairement ses pouvoirs, mais avant de perdre connaissance, Jean prononce un nom. Sarah. Quand Spider-Man interroge Metzger par rapport à ça, il affirme juste que Sarah était une collègue décédée dont Jean aurait découvert l'existence lorsqu'il était dans son esprit. De retour au refuge de Frank, Peter ne s'attend absolument pas à ce qu'il va retrouver, puisque dès qu'il arrive, il voit MJ qui vient de trouver la fameuse lettre qu'il avait écrite pour elle et Ned afin de leur expliquer le sort ayant effacé tous leurs souvenirs. Cette fois, Peter n'a pas d'autre choix que de retirer son masque et de lui dire la vérité. Il lui raconte leur histoire, les épreuves qu'ils ont traversées ensemble, et il lui avoue qu'il l'aime. Mais pour MJ, tout cela appartient à une vie dont elle ne garde aucune trace. Elle s'excuse, lui explique qu'elle ne le connaît pas réellement et qu'elle ne peut pas partager des sentiments fondés sur des souvenirs qu'elle n'a plus. Mais malgré ça, elle le rejette pas complètement. Elle l'invite chez elle. Là-bas, Peter retrouve Ned, totalement bouleversé à l'idée de rencontrer enfin Spider-Man, son idole. Et très vite, quelque chose se recrée entre eux. Ils discutent, plaisantent et finissent même par jouer au Lego. Ned ignore toujours qui se cache derrière le masque. Pourtant, leur complicité semble revenir instantanément, presque par réflexe. Pendant un court moment, Peter retrouve la sensation de son ancienne vie. Et au moment où Ned s'absente pour aller chercher à manger, Peter explique à MJ qu'il l'a embrassée quand elle était sous le contrôle de Jean. Mais MJ, elle explique qu'elle se rappelle d'absolument rien. Peter comprend alors immédiatement que Metzger lui a menti au sujet de Sarah. Il se lève et quitte précipitamment l'appartement, mais au moment où il franchit la fenêtre, MJ s'écrie instinctivement: Peter! Devant Ned, qui reste complètement figé. Avec l'aide de Yelena, il découvre que Sarah était en fait la sœur de Jean et qu'elle possédait également des capacités psychiques. Le Damage Control l'avait capturée pour étudier ses pouvoirs et lors de son enlèvement, Sarah avait réussi à envoyer un dernier message télépathique à Jean. Metzger relance alors ses expériences sur Jean, convaincu que ses capacités sont encore plus puissantes que celles de sa sœur. Sous la douleur de la torture, Jean lève la tête et là, elle comprend tout. VMAX. Jean pensait que ces mots désignaient une arme ou un programme secret. En réalité, VMAX, c'était juste l'inscription placée sur la bouche d'aération au-dessus de sa cellule. La dernière chose que Sarah a vue avant de mourir. Et là, lorsque Jean comprend, elle libère une puissance qu'elle ignorait posséder. Et une gigantesque vague psychique traverse New York, paralysant tout ce qu'elle touche. Peter pénètre dans la prison secrète, mais les ninjas de la main l'attendent avec des armes conçues spécialement pour neutraliser ces toiles synthétiques. Et oui, je vous rappelle que le DODC avait scanné Peter, donc ils ont déjà créé des armes exprès pour détruire ces toiles. Donc oui, Metzger avait déjà prévu un moyen d'arrêter Spider-Man bien avant de lui demander son aide. Spider-Man lutte, il fait tout pour essayer d'arrêter ces ninjas. Avec les armes exprès pour détruire ces toiles, Peter n'a plus d'autre choix. Ses lance-toiles sont HS, il est à bout de force. Il n'y a qu'une seule chose qui peut le sauver. Peter retire alors sa puce inhibitrice, mais contrairement à son combat contre le Scorpion, il ne laisse pas la mutation prendre le contrôle. Il accepte que l'araignée fasse partie de lui. Sa force, ses sens et ses toiles organiques deviennent enfin des capacités qu'il maîtrise complètement. Et là, il nous envoie une attaque tornade de toiles surpuissante, parce que ça y est, il a réussi
réussi à trouver l'équilibre entre Spider-Man et Peter Parker. Grâce à ça, il surpasse totalement les ninjas et atteint Jean avant qu'elle ne tue Metzger. Et lorsqu'il arrive devant Jean, plutôt que de l'affronter, Peter lui ouvre volontairement son esprit. Et là, Jean découvre un souvenir de Tante May, expliquant que la différence peut provoquer la peur, l'incompréhension et une immense solitude. Peter ne lui demande pas de pardonner à Metzger, il lui demande seulement de ne pas laisser cet homme décider de ce qu'elle deviendra. Et ce qui est vraiment génial dans cette scène avec Tante May, c'est que tout son discours sur la différence, sur l'acceptation de soi, c'est clairement des idées qui sont hyper importantes pour les X-Men. Et quand on sait que l'avenir du MCU va tendre vers ça, notamment avec l'introduction de l'une d'entre elles, Jean Grey, c'est hyper bien écrit. Et là, Jean renonce progressivement à sa vengeance. Mais le problème, c'est qu'à plusieurs centaines de mètres, Frank Castle a déjà placé la jeune femme dans la lunette de son fusil. Et là, il tire. Le sens d'araignée de Peter se déclenche juste à temps. Il se jette devant Jean et reçoit la balle à sa place. Mais cette scène, elle détruit Frank, puisque jusqu'ici le Punisher pouvait toujours justifier ses actes en affirmant qu'il visait les coupables pour protéger les innocents. Mais cette fois-ci, son obsession de neutraliser la menace a presque tué Spider-Man, précisément parce que Peter essayait d'empêcher un nouveau massacre. Frank découvre brutalement la limite de ses propres méthodes. Il traverse alors la ville pour secourir Peter et reste à ses côtés pendant toute son hospitalisation. Sa culpabilité ne vient pas seulement du fait qu'il a blessé un allié. Peter vient de lui prouver par son sacrifice qu'une autre voie reste possible. Pour la première fois, on voit le Punisher s'en vouloir. Pendant tout le temps où Frank a amené Peter à l'hôpital, Jean, grâce à ses pouvoirs, le forçait à respirer. Et au moment où Peter se réveille, Frank fait genre qu'il ne pleure plus. Il rigole avec lui. Mais au fond, Spider-Man a complètement changé le Punisher pour toujours. Mais le problème, c'est que pour soigner Spider-Man, le personnel hospitalier a été obligé de retirer son costume et surtout de le découper. Donc là maintenant, Peter ne peut plus sortir incognito. Parce que oui, juste devant l'hôpital, il y a toute une foule de personnes fans de Spider-Man qui sont là pour le soutenir, pour savoir si Spider-Man va survivre. Alors Frank, il a une idée. Il enfile le masque de Peter et apparaît à la fenêtre pour rassurer la foule rassemblée devant l'hôpital. Et Peter se mêle alors à la foule, dans une scène qui est juste magnifique. Cette scène, elle est hyper méta parce qu'elle fonctionne aussi dans notre univers. Tout le monde a envie d'être Spider-Man. Et cette scène, c'est exactement ce qu'elle montre, l'amour de New York pour son justicier. Jean quitte ensuite la ville pour commencer une nouvelle vie, sûrement dans le manoir X-Men. Peter se rend alors sur la tombe de May et promet de ne plus tout affronter seul. MJ ne retrouve pas miraculeusement ses souvenirs, mais elle pense toujours à Peter. Elle a toujours le collier en dahlia noir autour du cou qu'il lui avait offert dans Far From Home. Et surtout, peu de gens l'ont remarqué, mais elle se retrouve sur le toit de Midtown High, l'endroit où tout a commencé avec Peter. Et pour finir, Peter décide de retourner où il avait vu Ned. Sauf que cette fois-ci, il ne recule pas, il ne va pas le suivre de façon cringe ou quoi que ce soit. Non, il va le voir, il va lui serrer la main, se présenter en tant que Peter Parker, mais surtout Peter reproduit instinctivement son ancien check avec lui. Ned lui répond, sans réfléchir, quelque chose a survécu au sort. Puis arrive la scène post-générique, la fameuse, celle où le Spider Tracker de Ned détecte soudainement un nouveau signal. L'image quitte New York, s'éloigne de la Terre et localise Spider-Man quelque part dans l'espace au-delà de la Lune. Le film ne montre aucun personnage et ne confirme pas qu'il s'agit du Peter de Tom Holland. La première possibilité, c'est évidemment un lien avec les prochains films Avengers, Doomsday ou Secret Wars. Le MCU se dirige vers une nouvelle crise multiverselle. Le signal pourrait annoncer que Peter sera arraché à son univers et transporté vers une nouvelle réalité, voire vers le Battle World, ce monde construit à partir de fragments de plusieurs univers dans les comics. Mais il y a aussi une autre théorie beaucoup plus intéressante. L'application de Ned ne détecte peut-être pas le Spider-Man de Tom Holland. Elle pourrait avoir localisé le Spider-Man de Tobey, perdu dans une dimension à cause des événements de Doomsday. Parce que oui, je vous rappelle que la scène d'introduction d'Avengers Doomsday, ça sera très sûrement l'univers de Tobey Maguire qui se fait détruire dans une incursion contre l'univers des X-Men. Beaucoup de gens pensent également à Miles Morales, enfin introduit dans le MCU pour Secret Wars. Lorsque le Spider Tracker dézoome, on voit un glitch qui rappelle volontairement les anomalies visuelles du Spider-Verse, comme si l'application essayait de suivre une signature arachnéenne qui ne se trouve pas dans l'espace, mais dans un autre univers. Le tracker pourrait donc être en train de détecter plusieurs Spider-Man en même temps, même si toutes ces théories paraissent quand même assez bizarres quand on connaît le fonctionnement du Spider Tracker, puisque ça reste une application communautaire. Il faut que quelqu'un signale qu'il a vu Spider-Man, et qui fait qu'il va le signaler dans l'espace. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Et après une histoire entièrement consacrée à un Peter isolé dans les rues de New York, cette dernière image ouvre brutalement l'échelle du récit. Spider-Man vient à peine de retrouver son équilibre sur Terre que le multivers semble déjà prêt à le récupérer. Au fond, Brand New Day vient conclure une évolution commencée près de 10 ans plus tôt. Dans Civil War, Peter
Parker n'était encore qu'un gamin émerveillé par le monde des super-héros. Il regardait Tony Stark comme un modèle, rêvait de rejoindre les Avengers et voulait prouver qu'il méritait sa place parmi eux. Mais depuis, ce rêve lui a presque tout pris. À chaque nouvelle aventure, il a gagné en puissance, mais il a surtout découvert le véritable prix de la responsabilité. Et dans Brand New Day, il n'a enfin plus personne pour lui montrer la voie. Mais surtout, il devient lui-même un mentor pour Jean. Le film lui apprend aussi que devenir indépendant ne signifie pas de devoir vivre isolé. Pendant 4 ans, Peter a cru que protéger les autres voulait forcément dire disparaître de leur vie. Il a enfermé sa douleur, sa colère et sa solitude jusqu'à manquer de perdre le contrôle. Sa mutation ne fait finalement que révéler ce qu'il refusait d'accepter. Derrière Spider-Man, Peter Parker existe encore et il a besoin des autres pour rester lui-même. Et cette évolution fonctionne d'autant mieux que Tom Holland a grandi en même temps que son personnage. Il a commencé dans le MCU comme un jeune acteur plongé au milieu des figures déjà installées. Comme Peter, il était entouré, guidé et constamment associé à des personnages plus grands que lui. Aujourd'hui, cette période semble terminée. Et c'est là que leur parcours se rejoint une dernière fois. Peter n'est plus le garçon qui voulait impressionner les Avengers. Et Tom n'est plus seulement le jeune Spider-Man introduit dans l'histoire des autres. Tous les deux doivent maintenant prouver qu'ils peuvent avancer seuls. Brand New Day rend donc pas à Peter son ancienne vie. Le film lui offre quelque chose de plus important, la possibilité de démarrer sous un nouveau jour. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aura été archaïque, très compliqué d'arriver à vous faire cette vidéo parce que je voulais vraiment introduire tous les événements de Brand New Day dedans. Donc j'ai essayé de vous sortir la vidéo au plus vite. Merci à tous pour tous vos retours sur la vidéo sur Thor. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre film préféré parmi tous les films dans lesquels le Spider-Man de Tom Holland est apparu. Dites-moi également dans les commentaires quel personnage vous voulez que je traite pour un prochain épisode. N'hésitez pas à booster la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mettez un maximum de pouces bleus. Et si vous ne l'avez pas encore vu, moi je vous laisse avec ma vidéo sur l'histoire complète de Hulk. Merci à tous.